S'il y a bien un endroit aux États-Unis où vous ne voulez pas vivre, c'est l'Alaska. Je vous le prouve en 10 secondes sans dire le mot froid. D'abord, les courses en zone rurale peuvent coûter 2 à 3 fois la moyenne. Un gallon de lait dans les communautés isolées peut coûter 8 à 12 dollars. Deuxièmement, plus de 40% des adultes en Alaska présentent des symptômes de dépression et 25% d'entre eux ne peuvent pas obtenir d'aide. Troisièmement, il a l'un des taux de criminalité violente les plus élevés du pays. Quatrièmement, il y a le pergélisol. Quand c'est gelé, c'est déjà un problème. Lorsqu'il est perturbé, le sol bouge et quand il dégèle, il cause des milliards de dollars de dégâts. Pour le reste, l'Alaska ressemble à une destination de rêve. Du pétrole et du gaz naturel à l'infini, de l'or, du zinc, du charbon, l'un des salaires moyens les plus élevés des États-Unis, 3 des plus grandes villes du pays par superficie. Pas d'impôt sur le revenu et en plus, certains résidents sont littéralement payés pour y vivre, le dividende pétrolier environ 1000 dollars par personne. Sur le papier, c'est une terre riche avec de l'espace, des ressources et des opportunités. Un endroit où l'on gagne de l'argent, on ne le grappille pas. On pourrait facilement se dire « Pourquoi tout le monde ne veut pas vivre ici ?» Puis la réponse évidente vous frappe. Le froid. Vrai. L'Alaska est brutalement froid. Hiver long, été court, une obscurité qui dure des mois. La plupart des gens s'arrêtent là, mais le froid n'est pas le vrai problème. Le froid n'est que la façade. Les vrais problèmes commencent une fois qu'on essaie d'y vivre. D'abord, le coût de la vie. L'Alaska est riche en ressources, pauvre en stock. Presque tout doit être importé. Nourriture, carburant, matériaux de construction, même les articles ménagers de base. Cherchez des appartements à Anchorage et vous verrez des loyers frôlant les 2000 dollars par mois hors charge. Le chauffage seul, près de 300 dollars par mois, faisant de l'Alaska l'un des États les plus chers pour se chauffer. Les prix de l'essence sont élevés aussi. Le pétrole sort de terre là-bas, certes, mais le carburant vient des raffineries, pas des gisements. Deuxièmement, le travail. On ne trouve pas un emploi comme ça. La plupart des emplois sont physiques, saisonniers ou dangereux, comme les mines, la pêche et la conduite de camions. Et conduire un camion en Alaska, ce n'est pas de la croisière. Ce sont des routes glacées, des trajets isolés et une météo qui peut geler la mousse de votre siège de voiture en une nuit. Les pneus peuvent littéralement se déformer juste en restant dans le froid. Troisièmement, l'isolement. L'Alaska est relié aux 48 États du Sud par une seule longue route via le Canada. S'y rendre en voiture peut prendre de 2 à 7 jours. Prendre l'avion est plus facile, mais même là, vous êtes loin, émotionnellement et physiquement. L'aéroport d'Anchorage est l'une des plaques tournantes du fret les plus fréquentées au monde pour une raison. L'Alaska dépend des avions pour survivre. Ensuite, il y a la terre elle-même. Le pergélisol bouge et se fissure. Les routes se déforment, les fondations s'enfoncent. Les bâtiments exigent un entretien constant pour rester droit. Le sol n'est jamais vraiment stable, et cette instabilité s'insinue dans la vie quotidienne. Et enfin, la partie la moins évidente, la pression psychologique. Essayez de vivre un an là où règne la nuit polaire, l'obscurité totale pendant au moins 60 jours par an. L'Alaska a l'un des taux de dépression les plus élevés. Ce n'est pas que les gens soient faibles, c'est que l'environnement est pesant. L'isolement et la faible densité de population amplifient tout. L'Alaska n'est donc pas vide parce que les gens n'aiment pas le froid. C'est vide parce qu'y vivre exige plus de vous que la plupart des autres endroits, et tout le monde ne veut pas en payer le prix. En août 2025, l'Alaska a évité de justesse une catastrophe terrifiante, et tout s'est joué en quelques secondes. Tôt le 10 août, un pan de montagne du fjord de Tracy Arm s'est soudainement effondré. Des millions de tonnes de débris ont frappé le fjord presque instantanément. Si des bateaux de touristes s'étaient déjà trouvés à l'intérieur, des milliers de personnes auraient été piégées là, englouties par un gigantesque mur d'eau déferlant à travers la zone. L'impact a déclenché un énorme tsunami, le deuxième plus important jamais enregistré dans l'histoire moderne, et le plus grand lié à un glissement de terrain. La vague a déferlé dans le fjord et est remontée sur le versant opposé. La hauteur de cette vague d'impact atteignait près de 480 mètres. C'est plus haut que presque tous les gratte-ciel de la planète. Seuls quelques bâtiments au monde sont plus hauts. La force de l'effondrement a été extrême elle aussi. Des capteurs sismiques du monde entier l'ont détecté. Au début, certains instruments l'ont même perçu comme un séisme.
Mais il n'y avait aucune activité tectonique. L'eau ne s'est pas calmée non plus ensuite. Pendant plusieurs jours après l'effondrement, des vagues géantes allaient et venaient dans le fjord. Ce mouvement dangereux s'appelle une sèche. C'est quand, au lieu d'une seule vague qui frappe et disparaît, tout le plan d'eau oscille, comme une baignoire secouée. Mais le plus troublant, c'est ce qui pourrait avoir causé cette catastrophe. Voyez-vous, un immense glacier, appelé le glacier South Sawyer, reculait toujours plus profondément dans le fjord à mesure que les températures montaient. En réalité, ce glacier agissait comme un gigantesque mur de soutien pour les montagnes environnantes. Il aidait à maintenir les parois abruptes de la vallée. Et une fois que le glacier a reculé au-delà d'un certain point, la roche a perdu son appui. Des fissures ont commencé à se propager dans la pente. L'eau de pluie s'est infiltrée profondément dans la roche affaiblie, et le sol est devenu instable. Finalement, tout le versant de la montagne a cédé. Mais une chose a failli transformer cette catastrophe naturelle en drame impliquant des milliers de personnes. Des navires de croisière devaient entrer dans le fjord de Tracy Arm plus tard ce même matin. Les touristes s'y rendent régulièrement pour voir de près les glaciers et la faune. Si le versant s'était effondré quelques heures plus tard, des navires auraient été en plein cœur du fjord quand le tsunami l'a traversé. Ils auraient été engloutis en quelques secondes. Dans un endroit comme Tracy Arm, il n'y aurait eu presque nulle part où fuir. Un fjord, c'est en gros un long chenal étroit entouré de parois montagneuses abruptes. Donc, quand des millions de tonnes de roches ont percuté l'eau, toute cette énergie s'est retrouvée piégée et comprimée à l'intérieur du fjord. C'est l'une des raisons pour lesquelles la vague est devenue incroyablement haute. Quand des chercheurs ont visité la zone plus tard, le lieu semblait dévasté. D'énormes pans de la montagne paraissaient arrachés, et des arbres étaient brisés et projetés partout. D'immenses morceaux de terre et de végétation avaient disparu, et les falaises étaient couvertes de profondes cicatrices. Les scientifiques ont comparé l'événement au tristement célèbre méga tsunami de la baie de Lituya en Alaska en 1958, le plus grand tsunami jamais enregistré. Mais il y a une différence. La catastrophe de la baie de Lituya a été déclenchée par un séisme. Pas celle de Tracy Arm, ce qui a rendu l'effondrement bien plus difficile à prévoir. Il n'y a eu presque aucun signe avant-coureur juste avant l'effondrement de la montagne. Alors les chercheurs ont dû remonter le fil en étudiant des images satellites, des relevés radars et le mouvement du glacier pour comprendre ce qui s'était vraiment passé. Et ils ont découvert quelque chose d'inquiétant. Le glacier South Sawyer rétrécissait déjà depuis des décennies à cause de la hausse des températures. Mais au seul printemps 2025, il a soudain reculé d'environ 500 mètres. C'est une quantité énorme de glace qui disparaît en quelques mois seulement. Et ça ne se produit pas qu'à un seul endroit. De nombreux versants montagneux en Alaska et dans d'autres régions froides du monde se fissurent lentement et deviennent instables au-dessus de glaciers qui s'amincissent. Et c'est alarmant! On ne comprend toujours pas pleinement à quelle vitesse ce processus peut se produire. La plupart des gens entendent le mot tsunami et imaginent de gigantesques vagues océaniques causées par des séismes. Mais des événements comme Tracy Arm montrent que la hausse des températures peut aussi déclencher d'énormes tsunamis dus à des glissements de terrain. À l'heure actuelle, le risque qu'un navire de croisière soit frappé par l'une de ces vagues est encore considéré comme faible. Mais on continue de construire des infrastructures dans des zones instables. Pensez aux ports, aux circuits touristiques, aux camps miniers, aux installations pétrolières et même aux villages côtiers. Ça veut dire que les enjeux augmentent. Les gens vont dans les fjords d'Alaska pour voir les glaciers et la nature sauvage. Mais ces endroits deviennent plus dangereux d'année en année. L'Alaska est particulièrement à risque, car on y trouve des montagnes abruptes, des voies d'eau étroites, des séismes et des glaciers qui fondent vite, tout ça réuni. Alors aujourd'hui, les scientifiques se hâtent d'améliorer les systèmes d'alerte avant le prochain effondrement, car la prochaine fois, les gens n'auront peut-être pas le temps de fuir. Comme ce fut le cas en 1958, tard dans la nuit, un énorme séisme a frappé près d'un endroit appelé la baie de Lituya. Le séisme a littéralement arraché un pan de montagne. Environ 30 millions de mètres cubes de roches se sont soudain détachés bien au-dessus de la baie. Et toute cette roche a chuté d'environ 900 mètres, droit dans l'eau en contrebas.
L'impact a propulsé un gigantesque mur d'eau à travers le fjord. L'eau a jailli sur le versant opposé et a arraché arbres et terre, jusqu'à 524 mètres de hauteur. À ce jour, c'est encore la plus grande vague de tsunami jamais enregistrée. Pire encore, la vague ne s'est pas contentée de rester dans la crique. Elle a déferlé sur la terre, séparant les deux parties de la baie et a continué à filer dans le fjord vers le golfe d'Alaska. Des millions d'arbres ont été arrachés du sol aussi facilement que des cure-dents. Les scientifiques ont compris plus tard que toute la zone était quasiment faite pour une catastrophe pareille. La baie de Lituya, c'est en gros un immense piège étroit entouré de montagnes abruptes. Alors quand toute cette roche a percuté l'eau, l'énergie n'avait nulle part où aller et elle a explosé vers l'avant. Il y a une énorme faille qui passe sous la baie et au fil du temps, des glaciers ont creusé de profonds chenaux à travers les montagnes. Ensemble, ces éléments ont façonné une voie d'eau étroite qui agit presque comme un boulet de canon, en canalisant tout vers l'avant. Donc, après le passage du tsunami, l'endroit avait un air totalement apocalyptique. Des forêts entières avaient tout simplement disparu. Il ne restait que de la roche sur les versants où des arbres se dressaient encore quelques minutes plus tôt. 5 personnes ont perdu la vie au total. 2 ont péri près de l'entrée de la baie quand leur bateau a été submergé presque instantanément. Un autre bateau de pêche a été soulevé par la vague et emporté par-dessus une pointe boisée. Hélas, ceux qui étaient à bord n'ont pas survécu au choc contre la terre ferme. Quelques pêcheurs ont échappé au pire par chance. Ils étaient ancrés aux bons endroits, là où la force de l'eau était un peu moins extrême. Les dégâts ne sont pas restés locaux. À Yakutat, tout près, la vague a frappé des quais, des ponts et des oléoducs. Elle a sectionné des câbles de communication sous-marins. Encore plus loin, des localités comme Pélican et Sitka ont signalé des dégâts plus légers, mais tout de même importants. D'ailleurs, on savait depuis longtemps que la baie de Lituya représentait un grave danger. Quand l'explorateur français Jean-François de Gallo-La-Pérouse atteignit la baie de Lituya en 1786, il remarqua aussitôt quelque chose de troublant. Autour de l'étroit fjord du sud-est de l'Alaska, la forêt ne se fondait pas dans le paysage. Au contraire, elle s'interrompait brusquement, comme tranchée par une lame. Cette ligne nette à travers les arbres semblait presque surnaturelle. Ce fut le premier indice que cette baie d'apparence paisible était tout sauf sûre. Puis vint le deuxième. La Pérouse envoya 3 petites embarcations vers l'entrée de la baie pour mesurer la profondeur de l'eau. Le temps était calme, presque serein, aucun signe de danger. Mais à l'intérieur de l'étroit fjord, de puissants courants régnaient. L'eau se tordait et déferlait de façon imprévisible, entraînant les embarcations vers le fond. 2 des embarcations chavirèrent, englouties par les vagues. 26 hommes périrent, et leurs corps ne furent jamais retrouvés. La seule île de la baie fut plus tard baptisée Cénotaphe, qui signifie « tombe vide » en leur mémoire. Ce nom se révéla d'une exactitude troublante. En 1899, un séisme déclencha une vague gigantesque qui détruisit un village autochtone et coûta la vie à 5 personnes sur l'île. En 1936, un autre tsunami frappa de nouveau la baie, répétant ce schéma de destruction soudaine. Vous avez peut-être déjà entendu dire que plus de 50 navires et une vingtaine d'avions s'étaient volatilisés dans la zone du triangle des Bermudes au fil des siècles. Mais savez-vous combien de disparitions ont été recensées dans le triangle d'Alaska depuis les années 70 ? 20 000. 20 000 personnes disparues en 50 ans. 2 questions se posent. Pourquoi si peu de gens en ont-ils connaissance ? Et que se passe-t-il dans cette région ? Explorons ce mystère. Le triangle d'Alaska désigne une région englobant Anchorage, Juneau et Utqiagvik. Ce territoire, recouvert de forêts, de lacs et bien entendu de neige, s'est forgé une sinistre réputation après la disparition inexpliquée d'un petit avion en octobre 1972. Le pilote était un certain Don Jones, et à bord se trouvaient Thomas Hale Boggs Sr., chef de la majorité à la Chambre des représentants, Nick Begich, député d'Alaska, ainsi que son assistant. En somme, d'éminentes personnalités politiques. L'avion a décollé d'Anchorage en direction de Juneau. Et s'est tout simplement évaporé. Aucun débris, aucun appel, aucun indice,
une disparition totale. Les recherches, menées sur une immense étendue, ont duré plusieurs milliers d'heures pour tenter de retrouver les 4 disparus ainsi que l'appareil. Malgré les efforts d'équipes de sauveteurs, de scientifiques et de spécialistes, pas le moindre indice n'a été mis au jour. Dès lors, l'intérêt pour le triangle d'Alaska n'a cessé de croître. La mystérieuse disparition de cet avion s'est révélée n'être qu'un prélude. D'autres avions et touristes se sont volatilisés à leur tour. Le phénomène a pris de l'ampleur, touchant des dizaines, puis des centaines, des milliers et même des dizaines de milliers de personnes. Depuis 1988, on recense plus de 16 000 disparitions dans la région. Mais qu'est-ce qui explique ces mystérieuses disparitions? Certains avancent des hypothèses rationnelles et cohérentes, d'autres des théories plus fantaisistes, et quelques-unes, bien plus inquiétantes, qu'il vaudrait mieux ne pas entendre avant d'aller dormir. Savez-vous ce qui distingue cet endroit des autres zones connues pour des disparitions inexpliquées? Ici, les circonstances semblent bien trop nombreuses et énigmatiques. Dans le triangle des Bermudes, les navires sont engloutis par des vagues géantes, des conditions météorologiques extrêmes ou des tempêtes magnétiques. Rien n'est avéré, bien sûr, mais ces explications semblent plausibles. Un bateau qui s'aventure dans une zone réputée pour ses intempéries pourrait fort bien y disparaître. Ce serait tragique, mais en rien inattendu. Prenons l'exemple d'alpinistes ou de voyageurs qui s'aventurent à la conquête de cimes enneigées ou de profonds canyons. Le mauvais temps, la topographie périlleuse et la faune sauvage rendent de telles expéditions particulièrement risquées. Il n'est donc pas rare, hélas, que des gens y disparaissent. Mais la situation dans le triangle d'Alaska est tout autre. Certes, il y a eu ici des attaques d'ours ou des chutes dans des crevasses. Mais certains ont disparu alors que rien ne semblait représenter de danger. Un homme s'est volatilisé sans la moindre trace depuis un grand paquebot qui traversait ces contrées glacées. Un autre s'est évanoui du sommet d'une montagne très fréquentée, en pleine zone touristique. Que leur est-il arrivé? Nul ne le sait. Parmi les milliers de cas demeurés sans explication, certains ont toutefois trouvé un dénouement. Ainsi, les scientifiques ont percé le mystère entourant la disparition de Frank Southerden, un New-Yorkais de 25 ans parti chasser en Alaska dans les années 70 et jamais revenu. Malgré les recherches, aucune trace n'avait été retrouvée. Puis, près de 20 ans plus tard, aux abords d'un fleuve du nord-est de l'Alaska, quelqu'un finit par trouver un crâne. En 2022, une analyse ADN permit d'identifier ces restes comme étant ceux du jeune New-Yorkais. Les résultats suggéraient, avec un fort degré de certitude, que Frank avait croisé un ours et n'avait pas survécu à l'affrontement. Voilà un cas élucidé. Mais qu'en est-il des milliers d'autres? Des dizaines de milliers de kilomètres de côtes, plus de 3 millions de lacs, des vents glacés et puissants, de fortes chutes de neige, la présence de nombreux ours, des failles rocheuses, autant de dangers bien réels pouvant expliquer ces disparitions. Mais peut-être existe-t-il une autre cause, plus obscure, un phénomène susceptible de pousser à la folie, d'induire des hallucinations, de désorienter et de plonger dans la panique. Ce sont les vortex énergétiques. Aucun fait scientifique ne prouve leur existence dans le triangle d'Alaska, mais la théorie demeure troublante. Il s'agirait de masses d'énergie invisibles, tournant dans le sens horaire ou anti-horaire sous forme de vortex. Ces spirales peuvent être de nature énergétique, magnétique ou électromagnétique. Mais quel est leur effet? Les anomalies magnétiques peuvent perturber les boussoles et autres instruments de navigation, provoquant vertige, désorientation et même hallucination chez ceux qui s'en approchent. D'après cette théorie, le comportement humain varierait selon le sens de rotation du vortex. Lorsqu'il s'élève en spirale dans le sens horaire, il exercerait une influence bénéfique. Apaisement, clarté mentale, inspiration créatrice. En revanche, les vortex dits négatifs tournent dans le sens anti-horaire et seraient à l'origine de troubles physiques et psychiques. Sautes d'humeur, cauchemars, dépression, confusion mentale, pannes inexpliquées d'appareils électroniques. Si la théorie des vortex venait à être confirmée, elle permettrait sans doute d'éclaircir bien des zones d'ombre entourant le triangle d'Alaska. Alors que certains associent cette région à une activité magnétique inhabituelle, d'autres sont convaincus que le triangle d'Alaska attire des entités extraterrestres. Selon eux, des vaisseaux venus d'autres mondes enlèveraient des humains. Cette version, aussi fantaisiste que stéréotypée, ne mérite guère qu'on s'y attarde. Au sein de cette nature majestueuse, au milieu des forêts immenses,
des rivières sauvages et des lacs sans fin, un élément attire particulièrement l'attention. Dans une zone isolée appelée Gakona, se cache le AARP, Programme de recherche aurorale active à haute fréquence. Ce grand centre de recherche se compose de centaines d'antennes, chargées d'émettre des signaux radio vers l'ionosphère. Cette dernière est une couche atmosphérique soumise aux radiations solaires et à divers phénomènes cosmiques où les ondes radio peuvent être influencées de manière significative. Tout cela semble complexe et peu accessible aux profanes. Mais lorsque l'on découvre une installation technologique aussi avancée, nichée au cœur d'une réserve naturelle marquée par tant de disparitions, les spéculations se multiplient. Certains affirment que le HAARP pourrait altérer le climat, perturber les satellites, voire manipuler l'esprit humain. Mais conduirait-on réellement de telles expériences en un lieu aussi reculé? Et dans quel but? En somme, l'hypothèse AARP paraît difficile à prendre au sérieux. Les voyageurs aguerris affirment que le principal danger du triangle d'Alaska réside dans la nature même de cet état aux conditions climatiques extrêmes. D'autres y voient pour la main de laboratoires secrets, d'anomalies énergétiques ou d'entités venues d'ailleurs. Mais pourquoi ne pas entendre ceux qui vivent là depuis des générations? Les tribus autochtones d'Alaska ont, elles aussi, leur propre récit, souvent lugubre, à partager. Il existe une légende transmise de bouche à oreille, celle du mystérieux homme velu d'Alaska. Cette créature serait capable d'imiter les voix de femmes ou d'enfants afin d'attirer les pêcheurs et les chasseurs dans son piège. Imaginez un promeneur entendant un appel à l'aide provenant des bois. « Je suis coincé, quelqu'un peut-il m'aider ?» Ému, il s'élance sans hésiter. Mais à l'endroit d'où provenait la voix, il ne trouve point de femme. Seulement une silhouette immense et hirsute. Son cri d'effroi résonne alors dans la forêt. Une autre légende évoque le Kilut, une créature inquiétante et dangereuse, semblable à un chien noir dépourvu de poils. Il rôde la nuit, traquant silencieusement ses proies dans l'ombre. D'après les récits anciens, le Kilut ne laisse aucune empreinte dans la neige, si bien que même les chasseurs aguerris n'en perçoivent pas la présence. Aucun craquement ne trahit ses pas, mais l'on ressent distinctement cette présence obscure, tapie derrière soi, nourrie d'intentions malveillantes. Brrr, voilà de quoi glacer le sang. Dans les forêts, les montagnes ou les plaines, l'on peut croiser l'homme velu d'Alaska ou le Kilut. Mais dans les lacs et les rivières, c'est une entité plus sinistre encore qui vous attend, le Kalupalik. Cette créature aquatique, à l'apparence humaine, est décrite comme ayant une peau verte et écailleuse, de longs cheveux humides et des ongles effilés. Selon les récits inuits, elle se vêt de robes féminines et transporte un sac destiné à accueillir un enfant. Elle attire les petits garçons et les fillettes, en fredonnant de douces mélodies, avant de les entraîner à jamais sous les eaux. Bien entendu, toutes ces histoires de créatures monstrueuses relèvent du mythe ou du conte populaire. En revanche, le danger que représente le triangle d'Alaska est bien réel. Non pas à cause de rumeurs d'anomalies ou d'événements inexpliqués, mais en raison de l'immensité sauvage de cette région. Des territoires similaires, par leur hostilité, existent ailleurs dans le monde. En réalité, les mystères liés aux disparitions sont souvent amplifiés par des récits postérifiants et les médias grand public. Après tout, si l'on examine les statistiques d'autres régions des États-Unis, il apparaît que le triangle d'Alaska n'est pas un cas aussi exceptionnel qu'on le prétend souvent.